Révolution française de 1789 fut un coup d'État maçonnique. Nous allons le voir ensemble. Faits, documents et citations à l'appui. Mais tout d'abord, remarquons que la situation de la France en 1789 n'était pas plus mauvaise qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Et il suffit de voir les cahiers de doléances de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des revendications, un certain mécontentement populaire. Et face à ces revendications, la monarchie française voulut logiquement entreprendre des réformes. Sauf que ces réformes furent étouffées par les révolutionnaires, qui avaient d'autres aspirations, d'autres objectifs. Nous allons voir lesquels. De son côté, la franc-maçonnerie, qui est née en Angleterre le 24 juin 1717 officiellement, à Londres avec la Grande Loge d'Angleterre, cette même franc-maçonnerie concentra ses efforts en France avec donc cette manœuvre subversive que fut la Révolution française. Parler de 1789 en occultant l'action maçonnique, c'est ce que fait l'histoire officielle d'ailleurs, c'est passer à côté de l'histoire, passer à côté de la vérité historique. Car 1789 fut un vaste complot maçonnique, comme l'a parfaitement affirmé et démontré l'abbé Augustin Baruel dans son livre « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme », où il a notamment écrit « Dans la Révolution française, tout, jusqu'à ses forfaits les plus épouvantables, tout a été prévu, médité, combiné, résolu, statué, tout a été l'effet de la plus profonde scélératesse, puisque tout a été amené par des hommes qui avaient seuls le fil des conspirations ourdis dans des sociétés secrètes, et qui ont su choisir et hâter le moment propice au complot. » Fin de citation. Ce complot maçonnique fut également avoué par le comte de Haugwitz, qui était le ministre des Affaires étrangères de la Prusse, et qui avait été initié franc-maçon en 1774, et qui avait clairement avoué: j'acquis alors la ferme conviction que le drame commencé en 1788 et 1789, la Révolution française, le régicide avec toutes ses horreurs, non seulement y avait été résolu alors, mais encore était le résultat des associations et des serments. Mon premier soin fut de communiquer à Guillaume II toutes mes découvertes. Nous acquîmes la conviction que toutes les associations maçonniques, depuis la plus modeste jusqu'aux grades les plus élevés, ne peuvent se proposer que d'exploiter les sentiments religieux, d'exécuter les plans les plus criminels et de se servir des premiers comme manteau pour couvrir les seconds. Cette conviction que le prince partagea avec moi me fit prendre la résolution de renoncer absolument à la maçonnerie, ce qui est une bonne résolution d'ailleurs. Ce complot maçonnique fut également avoué par le franc-maçon Roch, qui a posé la question suivante: cette révolution, qui l'a préparée? Qui l'a dirigée? C'est vous, messieurs. C'est la franc-maçonnerie qui, fille de la Réforme, en présence des armées des tyrans, organisa les masses populaires, qui, en face des bannières royales, déploya le drapeau de l'humanité et conduisit paysans et ouvriers à l'assaut des bastilles populaires. En 1871, dans son livre Morals and Dogma, le haut initié juif franc-maçon Albert Pike, donc supérieur au 33 degrés du rite écossais, qui dirigeait la maçonnerie, la haute maçonnerie depuis New York, qui avait un pouvoir de décision bien supérieur au chef d'État. Donc ce même Albert Pike a confirmé l'objectif maçonnique de 1789 lorsqu'il a écrit: les inspirateurs, les philosophes et les chefs historiques de la Révolution française avaient juré sur la tombe de Jacques Molay de renverser la couronne et la tiare, autrement dit, le trône et l'autel. D'ailleurs, le mouvement révolutionnaire mondial n'est qu'un grand complot contre le trône et l'autel, les deux piliers de la chrétienté. Et symboliquement, le bonnet rouge porté par l'orateur jacobin dans les réunions de clubs jacobins devait se substituer à la couronne du roi. Il y eut deux étapes importantes et même décisives dans l'avènement de la révolution de 1789. Tout d'abord, cette révolution spirituelle avec les philosophes des Lumières, les encyclopédistes,
Voltaire, Diderot, d'Alembert, Helvétius, qui étaient tous francs-maçons, tous membres de la même loge, la loge des 9 sœurs. Tous étaient en opposition à Dieu, à la religion catholique, à la royauté, dans l'esprit de Voltaire d'ailleurs, hein, qui avait fait spirituellement le XVIIIe siècle et qui avait été initié en Angleterre. Leur but, à ces philosophes, c'était de faire triompher les idées nouvelles, issues donc de 1789. Donc là, on est en amont de la Révolution. Et la deuxième étape importante, hein, ces réunions de convents maçonniques qui attestent d'ailleurs que 1789 fut un complot 100% maçonnique. Donc tout d'abord, en 1782 en Allemagne, le convent maçonnique de Wilhelmsbad, qui a été convoqué par les illuministes Adam Weishaupt, Adolf Knigge et le duc de Brunswick. Puis 2 ans plus tard, toujours en Allemagne, la réunion de la Grande Loge éclectique à Francfort, hein, où furent décidés les régicides de Louis XVI en France et de Gustave III en Suède. Les procès-verbaux maçonniques en 1789 attestent aussi, prouvent que cette révolution fut un complot maçonnique, tout comme tous les acteurs majeurs de 1789, qui étaient tous des francs-maçons. On va voir lesquels. À l'origine de ce complot, on retrouve donc des francs-maçons et donc Adam Weishaupt, qui était très probablement un proche du financier Amschel Meyer-Rothschild, selon Epiphanius notamment, et qui avait fondé donc la secte des Illuminés de Bavière, le 1er mai 1776, secte qui fut vraiment décisive dans la conspiration de 1789. Mais auparavant, il y eut la fondation du Grand Orient de France en 1773 par le duc d'Orléans, qui était aussi le duc de Chartres, qui était le cousin du roi Louis XVI, et qui fut grand maître du Grand Orient de France, qui se fit ensuite surnommer Philippe Égalité. Parmi les Illuminés de Bavière, on retrouve les conspirateurs les plus influents lors de la Révolution de 1789. Donc Charles-Maurice de Talleyrand, Lafayette, qui avait été initié aux États-Unis, Necker, le juif italien Cagliostro, le duc d'Orléans, donc, ainsi que le comte de Mirabeau, qui s'était permis d'affirmer « il faut décatholiciser la France afin de la démonarchiser et la démonarchiser pour la décatholiciser », ce qui est logique, puisque l'un et l'autre vont de pair. Et Mirabeau parlait aussi de façonner un peuple nouveau, dans l'objectif de 1789. Et on retrouve ces mêmes propos chez le chevalier de Ramsay, qui était aussi franc-maçon, et dont le but était de faire un peuple nouveau, un homme nouveau même, hein, de fabriquer un homme nouveau à l'issue de cette révolution. Autrement dit, un citoyen français déchristianisé et acquis à la cause des idées nouvelles. La franc-maçonnerie joua un rôle décisif au début de l'année 1789 dans la convocation des États généraux. Puis, il y eut Mirabeau qui désigna le roi Louis XVI et qui cria « Voilà la victime ». Ensuite, le 14 juillet, la prise de la Bastille, avec Camille Desmoulins, qui, dans le jardin du Palais Royal, scande le fameux « aux armes ». Et là, c'est le début des émeutes, du premier meurtre, des incendies, du pillage, des agressions, d'assassinats de religieux, de religieuses, d'égorgements, de massacres en série, le tout dans la stupeur générale. Mais, durant ces émeutes, les francs-maçons se reconnaissaient entre eux par un signe de la main, selon l'abbé Baruel. Il y avait un même mot d'ordre qui provenait de loges maçonniques reliées entre elles et centralisées à Paris. Ce qui m'a fait écrire d'ailleurs dans mon dernier livre, La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, qu'en 1789, les mêmes paroles, les mêmes actes aboutirent sur les mêmes faits, au même moment, suite à un même mot d'ordre, provenant des arrière-loges maçonniques. Les émeutes partirent d'un point central et se répandirent dans les villes et villages, dans le désordre et la déraison. Ce sont des francs-maçons qui déclenchèrent les hostilités à la Bastille, et tant d'autres initiés qui poursuivirent la fronde durant la Terreur.
c'est Mirabeau et Desmoulins qui exaltent les passions malsaines, puis Robespierre, Marat et Danton qui concrétisent le carnage, validant ainsi les projets occultes de Weishaupt et Knigge. Tous étaient affiliés à une loge maçonnique, y compris le banquier protestant Necker qui se chargea d'endetter la nation française. Monseigneur Henri de Lassus, dans son immense ouvrage La conjuration antichrétienne, qu'il a publié en 1911, qui est en vente aux éditions Saint-Rémy, donne bien plus d'indications sur l'appartenance aux loges maçonniques des révolutionnaires de 1789 et aussi sur les faits. Dans le tome 1 de son livre, à la page 190, il a écrit « Nous trouvons tous les personnages qui ont eu la part la plus active au bouleversement politique, social et religieux de la fin du XVIIIe siècle. Philippe Égalité, donc le duc d'Orléans, Mirabeau, Dumouriez, Lafayette, Custine, les frères Lameth, Dubois-Crancé, Roederer, Le Pelletier de Saint-Fargeau appartiennent à la loge de la candeur. Babeuf, Hébert, Lebon, Marat, Saint-Just à celle des Amis réunis. Bailly, Barrère, Guillotin, Danton, Garat, Lacépède, Brissot, Camille Desmoulins, Pétiot, Marat, Hébert, Collot d'Herbois, Dongel sont sortis de la loge des Neuf Sœurs, à laquelle avaient appartenu Voltaire, d'Alembert, Diderot et Helvétius. Sieyès, l'abbé Sieyès, c'était un clerc. Sieyès faisait partie de celle des 22. Robespierre était Rose-Croix du chapitre d'Arras. C'est Mirabeau qui, le 6 mai 1789, montre Louis XVI en disant « Voilà la victime ». C'est Sieyès qui, le 16 juin, proclame qu'il ne peut exister aucun veto contre l'Assemblée qui va régénérer la France, assemblée très majoritairement maçonnique, déjà en 1789. C'est Guillotin qui, le 21 juin 1789, entraîne les députés dans la salle du jeu de pommes, et c'est cet autre maçon, Bailly, qui improvise le serment de la révolte. C'est Camille Desmoulins qui, le 14 juillet, dans le jardin du Palais Royal, jette à la foule le cri « Aux armes », signal du premier meurtre et du pillage. C'est Lafayette qui, le 21 juin 1791, expédie à Varennes cet autre maçon, Pétion, pour saisir le roi fugitif et qui se fait lui-même geôlier des Tuileries. Le même Pétion, maire de Paris, livre le 20 juin 1792 la famille royale aux outrages des ordres avinés des faubourgs. C'est Roederer qui, le 10 août, après un nouvel assaut aux Tuileries, livre la famille royale à la Convention. C'est Danton qui organise les massacres de septembre, tandis que Marat fait creuser un puits rue de la Tombe Issoire pour enfouir dans les catacombes de Paris les cadavres des égorgés. C'est Garat, franc-maçon comme tous les autres, qui, la veille du 21 janvier, vient signifier au roi martyr son arrêt de mort sans sursis. Et après le régicide, c'est Robespierre qui devient grand maître de l'échafaud. Et tous étaient francs-maçons. Monseigneur Henri de Lassus a aussi écrit cette phrase importante « La révolution ne fut possible que grâce à la dissolution de l'armée royale ». Cette armée française était donc fortement infiltrée, tout comme la propagande médiatique, avec notamment l'abbé Sieyès, mais aussi le marquis de Condorcet, la monarchie dans son ensemble, la bourgeoisie, l'aristocratie, étaient infiltrés de toutes parts, le comte de Mirabeau, le duc d'Orléans, on l'a vu, et le clergé aussi était infiltré de francs-maçons. Charles-Maurice de Talleyrand, l'abbé Sieyès, mais aussi l'abbé Grégoire, qui était un proche d'Adolphe Crémieux, qui était un franc-maçon. Tout comme Necker, qui était en 1789 le directeur des finances, qui était un protestant calviniste qui fut ensuite initié à la franc-maçonnerie, et donc Necker s'était chargé d'endetter la nation française à coups d'emprunt lors de la Révolution. Chiffre important à retenir, sur 578 députés de l'Assemblée constituante, 477 étaient francs-maçons. Et d'après le père Nicolas Deschamps, dans son livre « Les sociétés secrètes et la société », il y avait en France en 1787 703 loges maçonniques, ce qui est énorme. Et certaines loges connurent un grand succès. Donc on l'a vu avec les Amis réunis,
la loge de la Candeur, qui a rédigé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'a publié le marquis de Condorcet le 26 août 1789, et puis la loge des Neuf Sœurs, avec donc ses encyclopédistes, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Helvétius, mais aussi Brissot, Pétion, Desmoulins, la liste a été dévoilée par Monseigneur de Lassus. Et puis nous avons les Illuminés de Bavière, donc cet illuminisme d'Adam Weishaupt qui visait à tout détruire la société, la religion catholique, la royauté, et puis abolir la propriété. La fin sanctifie les moyens, selon Adam Weishaupt. Donc ce qui importait, c'était le but à atteindre, et donc renverser le pouvoir en place, la monarchie française. Le centre de l'illuminisme en Europe était Francfort. Francfort qui était aussi le fief de la maison Rothschild. Le centre de l'illuminisme en France était la ville de Lyon, alors que les loges parisiennes étaient sous l'autorité du Grand Orient de France. Donc voilà pour l'illuminisme, très brièvement. Il y avait aussi le martinisme, très influent lors de la Révolution française. Donc martinisme qui a été fondé par le juif portugais Martinez de Pasquali et qui a été ensuite vraiment développé et organisé par Louis-Claude de Saint-Martin. Donc franc-maçon très influent sur le plan philosophique en 1789, qui était surnommé le philosophe inconnu, qui était donc un martiniste. Et ce martinisme se basait essentiellement sur la Kabbale. Il prônait notamment la divinisation de l'humain, tout comme la Kabbale, qui prône la divinisation de l'homme juif. Et d'ailleurs, dans la Kabbale, le grand architecte de l'univers est Lucifer. Lors des convents maçonniques, mais aussi des réunions de jacobins, il y avait une forte proportion d'illuministes et de martinistes, mais aussi d'étrangers. Nombre d'étrangers ont participé, ont pris part à la révolution de 1789. Et c'est d'ailleurs une constante révolutionnaire encore aujourd'hui, cette intervention depuis l'étranger, qu'elle soit financière ou simplement humaine, sur le terrain. Donc on l'a vu avec Adam Weishaupt et Knigge, qui était de nationalité allemande. Et Monseigneur Charles Frépel parle d'autres étrangers en 1789 dans son livre « La Révolution française à l'occasion du centenaire » qu'il a publié 100 ans après, c'est-à-dire en 1889, qui est en vente aux éditions du Trident, où il nous parle du Suisse Pache, de l'anglais Payne, le prussien Klutz, l'espagnol Guzman, le neufchâtelois Marat, donc suisse, l'américain Fournier, l'autrichien Frey, les belges Proli et Dubuisson, un prince de Hesse, des Polonais, des Italiens, des Bataves et des transfuges de tous les pays dont la Révolution accepta les services et fit la fortune. Et d'ailleurs, le convent maçonnique de Wilhelmsbad dont je parlais tout à l'heure avait réuni des francs-maçons de l'Europe entière et même du monde entier. Parmi donc ces étrangers, parmi eux, on retrouvait Anarchasis Klutz, qui obtint le titre de citoyen français en 1792 grâce à son ouvrage sur la République universelle et qui prônait, Klutz, ce nouveau patriotisme où, pour être français, il fallait désormais adhérer aux idées nouvelles, issues donc de 1789. Et c'est d'ailleurs ce faux patriotisme qui est toujours en vigueur et que prônent beaucoup de partis politiques républicains, notamment à droite. Donc vous retrouvez ce faux patriotisme donc républicain, gaulliste, à la fois au Front National, à la fois à l'UPR, à la fois à Debout la France, à la fois chez les Républicains d'ailleurs, chez les Fillon, etc. Tout le monde se dit gaulliste et prône ce faux patriotisme issu de la Révolution de 1789 en mettant en avant les idées nouvelles, que je vais un peu détailler ensuite, de 1789, donc liberté, égalité, fraternité, la République, la laïcité, les droits de l'homme. Pour appliquer les plans d'Adam Weishaupt et de l'illuminisme, les révolutionnaires francs-maçons employèrent la force. Ils eurent recours à la terreur. Cette terreur fut instaurée officiellement par 3 francs-maçons. Maximilien de Robespierre, de son vrai nom Rubinstein,
qui était un Rose-Croix, l'avocat montagnard Danton, ainsi que le juif protestant calviniste suisse, Marat, donc on l'a vu, de la loge des 9 sœurs. Cette terreur, dont un autre franc-maçon, Adrien Duport, fut le promoteur de 1792 à 1794. Terreur qui s'arrêta à la mort officiellement, à la mort de Robespierre le 28 juillet 1794. Durant la terreur, les loges maçonniques furent transformées en clubs de jacobins, mais elles n'ont jamais cessé. Elles continuèrent de conspirer, mais sous une autre forme. Et cette terreur fut interrompue non pas par une armée de gros bras, pesant tous 100 kilos, mais par des religieuses. Les Carmélites de Compiègne, 16 religieuses condamnées à mort par le tribunal révolutionnaire le 17 juillet, soit 11 jours avant la mort de Robespierre et la fin officielle de la terreur. Et leur vœu, c'était d'apaiser la colère de Dieu par la prière. Donc, leur action était purement surnaturelle. Et elles mirent fin à la terreur. Et ces mêmes Carmélites de Compiègne furent plus tard béatifiés sous le pontificat du pape Saint Pie X en 1906. Mais cette terreur fut prolongée par les guerres de Vendée de 1793 à 1796. Cela fit plusieurs centaines de milliers de morts, de Vendéens qui se sont sacrifiés et qui ont mené une véritable action contre-révolutionnaire en défense du roi Louis XVI. Ce génocide vendéen, parce qu'il s'agit vraiment d'un génocide, visait à opérer une épuration antichrétienne de la population française. Si vous en doutez, il suffit d'écouter le franc-maçon Jacques-Nicolas Billaud-Varenne du Comité de salut public pour en être convaincu, puisque ce même Billaud-Varenne avait affirmé « frapper simultanément et frapper sans relâche jusqu'à ce qu'enfin cette race impure soit anéantie ». Il s'agissait de la France catholique. Outre la corruption, outre les émeutes, outre ces crimes en série, la calomnie fut employée contre la famille royale, particulièrement contre Marie-Antoinette, l'épouse du roi Louis XVI, qui a été calomniée lors de l'affaire du collier, qui a été montée de toutes pièces par le juif italien Cagliostro, de son vrai nom Joseph Balsamo, qui était un franc-maçon martiniste, mais aussi illuministe, qui fut très influent en 1789, qui était un voyageur qui s'était chargé de propager les loges aux quatre coins de l'Europe. Marie-Antoinette s'est exprimée par 2 fois au sujet de la franc-maçonnerie. La première fois de manière assez naïve, puisqu'elle a écrit qu'au sein de la franc-maçonnerie, on n'y fait pas que de jolies chansons, on y fait aussi du bien. Puis elle se ravisa dans une lettre à son frère Léopold, qu'elle a envoyée en août 1790. Elle a été beaucoup plus lucide, puisqu'elle a écrit « Prenez bien garde là-bas à toute association de francs-maçons. On doit déjà vous avoir averti. C'est par cette voie que tous les monstres d'ici comptent d'arriver dans tous les pays au même but. Oh, Dieu garde ma patrie et vous de pareils malheurs. » Mais cette prise de conscience par Marie-Antoinette fut malheureusement trop tardive. Une partie du peuple, une partie seulement, fut séduite par les idées nouvelles de liberté, égalité, fraternité, souveraineté du peuple, émancipation du peuple, progrès social. Mais ce peuple était surtout invité à se libérer des commandements divins, à renier la religion catholique, qui, je le rappelle, est le socle de la nation française. L'Assemblée, qui était majoritairement composée de francs-maçons, cette Assemblée vota le décret d'Allard et la loi Isaac le Chapelier, du franc-maçon le Chapelier, donc loi qui a détruit les corporations de métiers, qui a attaqué le monde du travail et qui l'a déstructuré. C'est ensuite les syndicats, sous la coupe d'ailleurs du pouvoir occulte, qui se sont substitués à ces corporations de métiers.
Cette même assemblée a également voté le logement au Luxembourg du roi Louis XVI, qui a été fait ensuite prisonnier par le pouvoir occulte dans la prison du Temple avec sa famille, pendant que les francs-maçons criaient dans Paris que le roi devait être assassiné et être emprisonné. Il y eut ensuite la fuite à Varennes en 1791, où Louis XVI fut repris par Pétion, donc Jérôme Pétion de Villeneuve, qui était le maire de Paris, sur ordre d'un autre franc-maçon, Lafayette, avant que Louis XVI ne soit guillotiné le 21 janvier 1793, de triste mémoire. Mais juste avant de mourir, Louis XVI prononça ces mots absolument remarquables de miséricorde et de charité. « Peuple, je meurs innocent. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. » Et d'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver le testament du roi Louis XVI, qui est en ligne sur Internet, où vous pouvez vous apercevoir, il s'agissait d'un honnête homme, d'un bon père de famille, d'un chef d'État qui aimait son peuple, qui aimait sa nation, qui n'avait absolument rien à voir avec les escrocs qui briguent actuellement la présidence de la République française. Le meurtre de Louis XVI fut voté par une minorité de députés, dont son cousin, le duc d'Orléans, Philippe Égalité. Et la franc-maçonnerie, déjà à l'époque, fit appel à des faux votants pour voter la mort du roi. Comme quoi ce qui arrive aujourd'hui avec Macron et ses 24% qui sont absolument pas crédibles du tout, c'est faux votants, c'est double votants, c'est votants radiés. Ne croyez pas que c'est un cas d'exception. Ça arrivait très souvent durant l'histoire et donc en 1793 déjà. Ce régicide fut un rituel maçonnique conclu par un sacrifice humain, c'est-à-dire que le meurtre du roi fut d'abord élaboré dans les loges avant d'être reproduit et donc exécuté dans le monde profane. L'assassinat du roi fut un régicide anti-religieux, car depuis le pontificat du pape Pie VI, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle, Louis XVI et Marie-Antoinette sont célébrés en martyrs de la foi catholique. D'ailleurs, quand on parle de Louis XVI, on dit qu'il s'agit du roi martyr. Ce régicide est le péché originel du nouveau régime, de cette République française qui est née sur l'échafaud, alors que, pour rappel, la France est née avec le baptême de Clovis à Reims par l'évêque Saint-Rémy en 496. Depuis le régicide, la France, fille aînée de l'Église, est en quelque sorte, selon moi, éclipsée par cette République, qui est le parti de l'étranger, qui est l'anti-France. Les principales mesures prises lors de la Révolution française de 1789 sont toutes maçonniques. Déclaration des droits de l'homme, qui est l'évangile de la judo-maçonnerie, constitution civile du clergé, décrétée par l'Assemblée, composée d'une majorité de francs-maçons, loi Le Chapelier, qui supprima les corporations de métiers, et puis l'égalité en droit accordée aux Juifs en 1791, que l'on doit à deux francs-maçons, l'un bourgeois, l'autre homme d'église. C'est ça le plus terrible. Le comte de Mirabeau et l'abbé Grégoire. Autre mesure maçonnique importante, le mariage civil, qui date de 1789, qui avait été auparavant inauguré par Jean-Jacques Rousseau, qui avait fait idéologiquement, spirituellement, 1789, Jean-Jacques Rousseau. Et puis, l'autre mesure maçonnique qui provient aussi de cette Révolution française, c'est le divorce, qui a été ensuite proscrit sous la Restauration au début du XIXe siècle pour être ensuite rétabli en 1884 par le juif franc-maçon et avocat Alfred Naquet. 1789 s'est déroulé officiellement au nom de la déesse raison, c'est-à-dire que les francs-maçons, les révolutionnaires ont glorifié la raison, mais leur stratégie, ce fut d'opposer la raison contre
Dieu, alors que l'Église catholique, le corps mystique du Christ, l'Église catholique préconciliaire bien évidemment, avant les usurpateurs du Saint-Siège depuis l'Église de Vatican II, donc cette Église catholique a toujours été dans la raison. Et d'ailleurs, Dieu, la raison, la morale, la religion sont intimement liés. 1789 s'est établi sous l'étendard donc de la raison, du progrès social, des faux principes de liberté, égalité, fraternité, qui forment l'esprit du monde d'ailleurs, de l'émancipation des peuples. Or, où en est-on aujourd'hui? Quelle avancée y a-t-il eu depuis 1789? Quel progrès? La réponse à toutes ces questions, c'est l'historien René Sédillot qui nous l'apporte. Lui qui a écrit « La Révolution française a, au nom de l'égalité, enrichi les riches et appauvri les pauvres », soit tout l'inverse de ce que l'histoire officielle veut bien nous faire croire. Et ce prétexte égalitaire, nous le retrouvons dans les propos infâmes et mensongers du révolutionnaire franc-maçon Babeuf, qui était un communiste avant l'heure, et qui a été relayé par Jacques Crétineau-Joly, excellent historien, dans son livre « L'Église romaine en face de la Révolution », très bon livre qui est en vente aux éditions Saint-Rémy, qui relaie donc Babeuf, qui avait déclaré « Peuple de France, pendant 15 siècles, tu as vécu esclave et par conséquent malheureux », ce qui est faux. Législateurs, gouvernants, riches, propriétaires, écoutez, nous sommes tous égaux, ce qui est faux. Contrairement à ce que prétend la Déclaration des droits de l'homme, nous ne sommes pas tous égaux à la naissance. Nous voulons l'égalité réelle ou la mort. Voilà ce qu'il nous faut, et nous l'aurons, n'importe à quel prix. Malheur à ceux que nous rencontrerons entre elles et nous. Les Vendéens en savent quelque chose. La Révolution française n'est que l'avant-courrière d'une révolution bien plus grande, bien plus solennelle, et qui sera la dernière. Périssent, s'il le faut, tous les arts, pourvu qu'il nous reste l'égalité réelle. La loi agraire ou le partage des terres fut le vœu instantané de quelques soldats sans principe, de quelques peuplades mues par leur instinct. Nous tendons à quelque chose de plus sublime, de plus équitable, le bien commun ou la communauté des biens. Plus de propriété individuelle des terres, la terre n'est à personne. Là, Babeuf reprend quasiment mot pour mot Adam Weishaupt. Nous réclamons, nous voulons la jouissance communale des biens de la terre. En fait, le but était de confisquer les biens de l'Église catholique et de s'octroyer les biens de la bourgeoisie catholique. Les fruits sont à tout le monde, ce qui est faux. Disparaissait enfin, révoltante distinction de riches et de pauvres, de grands et de petits, de maîtres et de valets, de gouvernants et de gouvernés, qu'il ne soit plus d'autre différence parmi les hommes que celle de l'âge et du sexe. On croirait entendre certains penseurs cosmopolites ou encore un Jean-Luc Mélenchon à travers les propos de Babeuf. Donc cela, c'est au nom de l'égalité. Mais il y a aussi au nom de la liberté, comme l'a très bien démontré l'auteur contre-révolutionnaire Joseph de Maistre dans son livre Considérations sur la France, qui est l'auteur d'une excellente tirade que j'ai relayée dans mon avant-dernier livre Le complot contre Dieu, à la page 55. Français, c'est au bruit des chants infernaux, des blasphèmes de l'athéisme, des cris de mort et de longs gémissements de l'innocence égorgée. C'est à la lueur des incendies, sur les débris du trône et des autels. Arrosé par le sang du meilleur des rois et par celui d'une foule innombrable d'autres victimes, c'est au mépris des mœurs et de la foi publique, c'est au milieu de tous les forfaits que vos séducteurs et vos tyrans ont fondé ce qu'ils appellent votre liberté. À quel prix s'est établie la soi-disant liberté? Mais les révolutionnaires francs-maçons avaient une conception quand même assez étrange de la liberté, puisque selon Saint-Just, il ne devait pas y avoir de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc il s'agissait d'une liberté assez unilatérale, puisque elle ne s'appliquait en fait qu'aux initiés francs-maçons
et certainement pas à ceux qui s'opposaient à leurs manœuvres subversives. Lorsqu'on récapitule un petit peu, à l'origine de 1789, on retrouve des francs-maçons, Weishaupt, Mirabeau, le duc d'Orléans, puis avant eux, Voltaire, les encyclopédistes, Voltaire, Diderot, d'Alembert. Et à l'arrivée, l'objectif de ces mêmes francs-maçons fut atteint, c'est-à-dire la destruction de la monarchie, la fin justifiant les moyens. Les causes de la Révolution française sont nombreuses. Tout d'abord, la monarchie décadente, comme l'a très bien analysé et étudié l'historienne Marion Sigaud. Et puis, la question à se poser, c'est pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu, comment se fait-il que Dieu ait permis 1789 le régicide de Louis XVI? C'est une question très importante et même décisive à se poser. Et l'auteur contre-révolutionnaire Antoine Blanc de Saint-Bonnet apporte un élément de réponse, puisqu'il a écrit au XIXe siècle: si la royauté fût restée royale, la révolution ne l'eût pas renversée. Le peuple ici n'a jamais tort. Ses crimes sont nos châtiments. Les peuples ne sont que les derniers coupables, puisque les rois ont été faits pour les défendre et les conduire. Il faut bien comprendre ce que dit Antoine Blanc de Saint-Bonnet, quand il dit le peuple ici n'a jamais tort. Et en effet, 1789 fut un terrible châtiment. Autre cause de 1789, l'éducation qui commençait à être moins catholique, selon Monseigneur Gaume, même si la population française l'était déjà catholique. Mais il y avait quand même une perversion des mœurs, déjà au XVIIIe siècle. Pas seulement la monarchie décadente. L'apostasie aussi, comme l'a très bien analysé le cardinal Pie, qui commençait à gagner aussi la population française. Et puis, cet esprit du jansénisme, dirigé contre l'Église catholique, dirigé même contre l'esprit catholique et particulièrement contre les jésuites. Et puis, une dernière cause, et pas des moindres, c'est cette erreur doctrinale de Jean-Jacques Rousseau, qui prétend nier le péché originel et que l'homme est naturellement bon. Par conséquent, il n'y a pas besoin de religion pour se réformer, pour s'élever par les vertus. Et malheureusement, cette pensée rousseauiste de Jean-Jacques Rousseau fut reprise par les encyclopédistes, déjà, Voltaire en tête, et les révolutionnaires francs-maçons en 1789. Autre question que vous devez peut-être vous poser: pourquoi revenir en détail aujourd'hui en 2017 sur la Révolution française de 1789? Parce que cette révolution fut la mère de toutes les révolutions qui l'ont prise pour modèle. Et puis aussi, pour nous Français, il y a un avant et un après 1789 dans l'histoire de France. C'est ce qui m'a fait écrire dans Le complot contre Dieu: jamais un aussi grand crime n'eut autant de complices. Jamais il n'eut des conséquences aussi dramatiques pour la France, pour sa descendance, pour tous ceux qui ont l'amour de cette nation chevillé au corps et à l'âme. En coupant la tête de son roi, le peuple, aveuglé par une bande de malfrats, tua le père de la société française, son autorité légitime. Les Français n'en ont pas forcément conscience, mais ils continuent encore aujourd'hui de payer la note salée de cet assassinat. C'est dire la gravité de ce régicide qui fut pourtant voté par une minorité de députés. Eh oui. 1789 a notamment débouché sur la Déclaration des droits de l'homme, qui est l'évangile de la franc-maçonnerie, qui est la négation du droit divin et qui est concrètement Jésus-Christ mis hors la loi, qui est purement naturaliste dans le sens où cette déclaration a écarté tout ce qui est d'ordre surnaturel et divin. Et par ces droits de l'homme, la Révolution française a engendré ce que Monseigneur Henri de Lassus a très bien analysé et identifié, le naturalisme politique.
c'est-à-dire le socialisme, maçonnique d'ailleurs, prôné par la Fabian Society, le communisme d'ailleurs de l'Union soviétique, le libéralisme économique, etc. Donc toute cette société sans Dieu, et même société contre Dieu, comme l'a très bien relevé le pape Léon XIII dans son encyclique Humilium Genus qu'il a publié en 1884, encyclique antimaçonnique de référence. Nous avons là deux visions du monde qui s'affrontent. Et c'est très important à identifier. D'un côté, ce naturalisme dont le but est simplement matériel et la finalité purement terrestre. Et de l'autre côté, cet esprit profondément catholique qui considère que la vie sur terre est une préparation à la vie éternelle, qu'il faut mériter le paradis. Il faut gagner le paradis. La vie sur terre doit nous préparer à la vie d'après, en enfer ou au paradis. Nous avons droit aujourd'hui à une société sans Dieu. Or, ce qu'il faudrait, selon moi, c'est une société menant à Dieu. Société théocentrique, comme autrefois du temps de l'Ancien Régime. Cela, le cardinal Pie l'avait très bien compris, lui qui avait écrit au XIXe siècle et que j'ai pris plaisir à relayer dans Le complot contre Dieu. Rien ne sera fait tant que Dieu ne sera pas replacé au-dessus de toutes les institutions. On parle aujourd'hui d'un grand parti de l'ordre et de la conciliation. Un seul parti pourra sauver le monde, le parti de Dieu. On parle de rapprochement à opérer, c'est de réconcilier la terre avec le ciel. La question qui s'agite et qui agite le monde n'est pas de l'homme à l'homme, mais de l'homme à Dieu. La Révolution française de 1789 a surtout débouché sur le règne de la contre-église, de cette franc-maçonnerie synagogue de Satan sur la nation française. On a donc assisté à un changement de clergé, un changement de pouvoir temporel, mais aussi d'autorité spirituelle. En résumé, en 1789, l'anti-France a pris le pouvoir. On a tué le père de la société française et Dieu a été mis hors la loi. 1789 fut un véritable suicide national. 1793 donc. Et ce poison révolutionnaire n'a toujours pas été éradiqué. Et plus de 2 siècles plus tard, nous continuons de payer les pots cassés de cette révolution. Et c'est toujours le pouvoir occulte maçonnique qui dirige cette France complètement à la dérive, qui est vraiment endettée, qui cherche tant bien que mal à rembourser les intérêts d'une dette qui est d'ailleurs impossible à rembourser. Et cette France n'est devenue qu'une simple province d'Israël, où, sous la République, donc, les âmes sont majoritairement damnées, puisque la France a majoritairement apostasié, contrairement à l'Ancien Régime, qui était certes imparfait, mais où les gens étaient quand même de bons chrétiens, beaucoup, avaient quand même la foi et beaucoup plus d'âmes se sauvaient. Les gens ne croient malheureusement plus en Dieu aujourd'hui, mais en l'homme et en la démocratie, en un système démocratique qui, je le rappelle, a relâché Barabbas et fait crucifier Jésus-Christ. Un système qui a assassiné le roi Louis XVI et qui nous inflige tous les 5 ans une marionnette de la finance apatride et des lobbies sionistes et maçonniques. Et le plus terrible, et j'en reviens encore à cela, c'est bien cela, le plus terrible, c'est cette apostasie qui a progressivement gagné le peuple français. Ce n'est pas les conséquences de ce projet, c'est pas l'islam le plus terrible, c'est cette apostasie. Il faudrait un retour à la foi de nos ancêtres, un retour aux sources, pour espérer un retour à une France chrétienne, à une France en ordre. Et c'est selon moi le bon combat à mener, et c'est le message que je souhaitais faire passer aujourd'hui en guise de conclusion à Aix-sur-Tête. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre écoute, pour votre attention. Et si jamais vous avez des questions à poser, que ce soit sur
la Révolution de 1789 ou sur mes 2 derniers livres, ou même sur l'actualité électorale, ben, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour y répondre. Voilà. Merci à vous.